Mesdames, Messieurs, bonjour, vous êtes dans le bœuf littéraire sur JMTV+, heureux de vous retrouver toujours aussi nombreux. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux et Google, tout comme JMTV+, apprécie que vous fassiez confiance à votre média. Nous allons dans ce bœuf littéraire vous présenter un jeune, un brillantissime jeune Camerounais, auteur de ce livre. Je vais vous en parler dans quelques minutes. Lui, c'est Narcisse Fomekon Diogou qui va plus vous parler de lui que moi, car nul ne peut mieux parler de vous que vous-même, comme disait Anatole France. Ce que je peux vous dire de lui avant qu'on ne commence, c'est qu'il est docteur en sciences du langage, il est maître de conférences en littérature comparée et en études romaines. Il est président du réseau international pour la promotion des arts et l'oralité. Il est cofondateur de la maison de l'orateur, cofondateur avec Roméo Tapang qui vit au Canada et que nous saluons. Et avec notre invité du bœuf littéraire aujourd'hui, nous allons évoquer l'art oratoire et son avenir. Bonjour Narcisse Fomekon. Bonjour Monsieur Wafo. Comment ça va? Je vais très bien. Bon, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. C'est moi qui suis honoré d'être d'enfin, de faire partie de vos invités. Voilà, je crois que cela n'est pas une affaire coutumière et donc je me sens assez honoré. Ben, croyez-moi, franchement, de rencontrer des jeunes brillantissimes comme vous, cela me permet de comprendre que je fais l'un des plus beaux métiers du monde. Mettre en exergue des gens comme vous qu'on ne connaît pas pourtant, vous êtes une ressource très importante, tant pour vous-même que pour le continent africain. Est-ce que je résume bien la chose? Déjà, merci beaucoup pour ces mots bien choisis et bien placés qui peut-être définissent ma personne, mais je crois que je fais encore mon chemin. Je suis encore un jeune qui fait ses pas dans la recherche, qui fait ses pas dans les domaines que nous allons aborder tout à l'heure. Et donc, j'estime que j'ai encore un chemin long à parcourir et je ne suis qu'à mes débuts. Et donc, voilà, merci beaucoup. Ça m'invite à travailler davantage. Vous avez vu quand on interviewe un littéraire, ça coule de source, quoi. Afin qu'on comprenne un peu mieux, vous êtes maître de conférences en littérature comparée où concrètement? Alors, depuis que je suis en France, j'ai fait reconnaître mon diplôme de doctorat. Et l'année passée, le Conseil national des universités de France, après une candidature que j'ai soumise, m'a attribué le titre de maître de conférence en littérature comparée. Et cette année, maître de conférence en études romanes. Par contre, parallèlement, j'interviens à l'Université de Caen au Cameroun où j'enseigne les cours de littérature et culture, de littérature africaine d'expression espagnole. Et je collabore également avec l'Académie des Créteil en France où j'enseigne l'art oratoire depuis le bas âge, tout petit en classe de CM. Donc, je ne suis pas un enseignant qui appartient à une université particulière, mais j'interviens dans plusieurs universités, notamment aussi l'Université Senghor à Alexandrie, notamment son campus des Szeged en Hongrie. En Hongrie? Oui. Ah bon, on parle français en Hongrie Il faut dire que l'université Senghor dont je parle, qui est un opérateur direct de la francophonie, a des campus répartis dans le monde. Il y en a environ 8 en Afrique et un qui est à Szeged en Hongrie. Et donc c'est dans ce cadre, c'est une université disons francophone. Et j'ai enseigné un cours d'art oratoire en 2019 et bien évidemment c'est dans ce cadre-là que je collabore avec l'université Senghor. Chers téléspectateurs, j'apprends comme vous. Nous apprenons aujourd'hui qu'en Hongrie, voilà, il y a une université où on enseigne l'art oratoire en français. Donc, je dois se dire bravo au moment où la francophonie pique un peu du nez avec des portes qui se ferment. Le Rwanda a ouvert la porte. Les pays de l'AES, le Burkina, le Niger et le Mali ont claqué la porte. Il y a de cela 2 mois, nous sommes en avril. Nous tournons cette émission le 12 avril 2025. Donc, au moment où la francophonie pique du nez, on se rend compte que vous voulez élever cette francophonie-là. D'où vient votre amour pour la langue française? Alors, dire que nous voulons élever, je ne sais pas si on peut le dire ainsi, mais en même temps, je ne voudrais pas froisser ces cadres-là qui m'ont formé parce que dans le cadre d'un de mes masters, j'ai séjourné en Alexandrie, plus précisément à l'université Senghor à Alexandrie. Et dans ce cadre-là, j'ai appris beaucoup de choses liées à la francophonie. Il est vrai que dans mes études antérieures, j'avais déjà eu un cours sur la francophonie où on opposait des auteurs qui estimaient que la francophonie était un machin, pour reprendre les termes
de monsieur comme si je ne me trompe pas. Et donc je suis francophone de base parce qu'en tant que Camerounais, on est francophone, peut-être anglophone aussi. Et du coup, j'ai fait mes études dans ce parcours-là avant d'opter pour les études hispaniques un peu plus tard. Avoir un amour pour la langue française, ou je ne sais pas si... Ou pour les langues latines. Pour les langues latines, si, parce que je dis très souvent que le français s'est imposé à moi, tout comme l'anglais. On n'a pas choisi. Hein. Nous n'avons pas choisi. La colonisation. Hein. Et ses effets, bien évidemment. Est-ce que nous devons nous défaire de cet héritage colonial? Je dis non. On peut s'en approprier, comme le disait Paul Otonji, et en faire, et pouvoir. Ça nous, déjà, cette langue nous permet de communiquer. Maintenant, parler de la francophonie en tant qu'institution, j'ai du mal à me prononcer là-dessus. Voyez-vous, avant d'arriver chez vous, il y a un commentaire d'un ami qui est au Mali, j'ai nommé Aïdara, avec qui on avait débattu sur une motion en 2018 sur ce gouvernement sortirait de la francophonie. En 2018, c'était un débat dans le cadre de nos activités d'éloquence des jeux au joutes verbales, et on remettait ça au-dessus de la scène aujourd'hui parce que le Mali, le Niger et le Burkina, si je ne me trompe pas, sont en train de sortir de la francophonie. Ils sont sortis. Alors voilà. Donc vous comprenez que c'est un débat et il va falloir en parler. Je ne me fais pas le défenseur de la langue française, mais non plus je ne me ferai pas celui-là qui vilipende cette langue-là. Je trouve que tout héritage colonial doit être recadré, doit être façonné, que les vérités soient dites afin que les colonisés, entre guillemets, dans une perspective post-coloniale, puissent davantage mieux aborder cet héritage qui, en soi, ne serait pas mauvais parce que si on regarde plusieurs peuples ont été colonisés. Il faut dire que cette francophonie n'a pas été créée par la France. Hein. Elle a été créée par, je crois, le président nigérien de l'époque, notre président du Cambodge, Amani Diori du Niger. Et Léopold Sédar Senghor. Voilà donc. Abi Bourguiba. Bourguiba, voilà, ce sont des Africains. Oh oui. Et d'autres Asiatiques, Asie du Sud, là, il y a quelques pays là, j'oublie les noms. Donc la France n'a pas créé la francophonie, il faut bien resituer l'église au centre du village. Bien évidemment. Même si elles sont vides en France, elles sont plus qu'en Afrique les églises. Bon, on fait le vide parenthèse. Bon, alors l'art oratoire et son avenir. Alors, en préparant cette émission, je vous ai demandé un texte, vous me l'avez envoyé, et comme on dit à Chang, où vous enseignez, vous avez fait une bonne partie de vos études, c'est du porc, du cochon qu'on va extraire de l'huile pour le faire cuire. Quelle image! C'est de votre texte que j'ai extrait mon questionnaire. Alors, il est dit dans ce texte que vous m'avez adressé, l'art oratoire et la rhétorique ont marqué l'Antiquité classique. L'art oratoire, c'est quoi déjà, afin que l'enfant qui fait CM2 comprenne? C'est quoi l'art oratoire? Alors, l'art oratoire, on ne saurait définir ce thème sans revenir à un autre thème qui précède à l'art oratoire. L'art oratoire vient déjà, disons, de la rhétorique. Et qu'est-ce que c'est que la rhétorique? La rhétorique vient du latin rhetorica, qui vient du grec rhétorique et qui signifie technique ou art oratoire. Ah, la rhétorique, c'est l'art oratoire, les enfants bien compris. Effectivement. Bien. Et lorsqu'on revient maintenant sur l'art oratoire, nous voyons bien qu'il s'agit d'un substantif, d'un déterminant et d'un adjectif. Un art, c'est toute production qui a une visée esthétique. Et oratoire, c'est l'adjectif qui vient qualifier. Elle serait donc toute production ou toute création à visée esthétique, mais dont la particularité relèverait de l'oralité. Donc, l'art oratoire, c'est l'art de bien parler, l'art de bien s'exprimer. Comme vous le faites là. Merci monsieur Mwafo, mais c'est une activité régulière, c'est une quête permanente. Oui. Et donc peut-être je suis sur le chemin. J'espère que je pourrai un jour m'exprimer comme des orateurs. Qu'il est modeste ce garçon, alors que franchement, ceux qui ont le même cursus que vous, je suis sûr sont admiratifs de vous. J'ai un peu cherché avant de vous recevoir. Hein. Alors, si vous ne le savez pas. Alors, vous ajoutez dans ce texte, d'ailleurs, la rhétorique faisait partie du trivium des 7 arts libéraux. Les 7 arts libéraux, quels sont-ils? Pouvez-vous nous les énumérer? Alors, très souvent, on dit que c'est Charlemagne qui a inventé l'école. Je ne suis pas là pour contredire cela, mais lorsqu'on remonte à l'Antiquité gréco-romaine, on se rend bien compte qu'il y avait ce qu'on appelait les 7 arts libéraux. J'ai nommé l'arithmétique, l'astronomie, la dialectique, la grammaire, la logique, la rhétorique
et la musique. Et la musique. Et le trivium était constitué de la grammaire, la logique et la rhétorique. Donc, toutes les personnes, ceux qui aspiraient à la connaissance devraient passer par tous ces arts. Et le trivium était constitué de la logique, de la grammaire, de la rhétorique. Donc, tout le monde devrait passer par là, ceux qui aspirent en tout cas à avoir accès à la connaissance. Et donc, voilà. L'art oratoire s'enseigne depuis cette époque. Et cet art oratoire atteint son apogée au Moyen-Âge. Ça veut dire dans les années 1100 de notre ère, 1100, 1200 de notre ère. Comment pouvez-vous le savoir? C'est écrit quelque part ou avez-vous fait des recherches? Comment êtes-vous arrivé à cette conclusion-là? Alors, peut-être il faut remonter à l'origine de l'art oratoire pour comprendre cela. En 665 avant Jésus-Christ, dans une île au sud de l'Italie, en Sicile, dans l'île Syracuse, deux propriétaires, deux tyrans, j'ai nommé Gélon et Iron, j'espère bien prononcer les noms, expropriaient les populations de leur terrain. Et lorsque ces tyrans furent chassés du pouvoir, il a fallu réunir les propriétaires dans une cour pour que les uns et les autres puissent défendre ce qui revient à leur parcelle. Et dans ce contexte, Coras, qui est toujours un homme de cette époque-là, a essayé de développer les aptitudes pour aider les uns et les autres à défendre ce qui leur appartenait. Et l'art oratoire serait né à cette époque avant d'aller passer de la Sicile qui était occupée par la Grèce pour aller en Athènes avec les Démosthènes, avec Protagoras et Gorgias et bien d'autres qui sont des sophistes et qui ont passé le temps à passer de ville en ville pour enseigner l'art oratoire. Ils haranguaient les foules avec leur discours, leur manière de faire et tout. Et lorsqu'on arrive maintenant au Moyen-Âge, on se rend compte que cette pratique-là a baissé, mais elle baisse bien évidemment à cause d'autres raisons. Parce que il y a Socrate par exemple, lorsqu'il arrive, il commence à faire la différence, il commence à trouver que les sophistes dont nous parlons, c'est-à-dire ceux qui doivent convaincre à tout prix, même s'il faut user même s'il faut mentir, ils doivent convaincre. Le plus important pour eux c'est de convaincre. Ils commencent à remettre en cause cette manière de pratiquer l'art oratoire et de penser qu'il faut un peu de vérité. Et du coup, toujours dans cette lancée-là, les orateurs antiques commencent à perdre un peu de notoriété. Et lorsqu'on arrive au Moyen-Âge, bien évidemment, c'est l'âge du chaos et bien évidemment, il y a un ensemble d'éléments. Et du coup, l'art oratoire, tout comme ces arts libéraux, commencent à perdre un peu de notoriété, comme je l'ai dit tantôt. Et voilà, il a fallu attendre le siècle de la Renaissance pour voir renaître, pas l'art oratoire au sens pratique, mais plus de la rhétorique avec des figures de style, parce que bien évidemment la littérature prenait déjà le dessus et l'art oratoire servait plus la littérature et la philosophie. Et donc voilà ce qu'on peut dire. J'ai lu qu'on dénombre deux types d'art, l'art oratoire primaire et l'art oratoire secondaire. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est? Je pense que les termes adéquats, c'est plutôt dit l'oralité primaire et l'oralité secondaire. J'explique. Parce qu'on a l'art oratoire est une culture européenne, on va dire, oui, je vais dire occidentale entre guillemets, parce que le concept d'Occident il est très récent, mais on va dire cette époque gréco-romaine et européenne, l'art oratoire vient de là. Par contre, on a l'impression, ça ne voudrait pas dire que l'oralité n'existait pas, parce qu'il faut peut-être, les thèmes ont leur pesant d'or. Walter Ong, en 1952, dans un ouvrage qu'il publiait, faisait la différence entre ce qu'il appelle l'oralité primaire et l'oralité secondaire. L'oralité primaire, c'est une oralité qui se développe dans un contexte où l'écriture est la chose la moins partagée. Voyez-vous, dans des cultures où l'écriture n'était pas diffusée, l'oralité primaire est très présente. Et l'Afrique... C'est ce qu'on retrouve en Afrique depuis... Principalement. Mais il faut aussi nuancer, ça ne voudrait pas dire que tous les peuples africains n'avaient pas d'écriture, bien évidemment. Mais on met quand même l'accent sur cette prépondérance de l'oralité primaire, selon les termes de Walter Ong, et que Binyubi Omarius, qui est l'un des jeunes les plus prolifiques en matière de production sur l'oralité en Afrique, appelle l'oralité patrimoine. Et donc l'oralité secondaire, maintenant, c'est cette oralité qui est chaque fois transformée, celle qui évolue, et celle dans laquelle on pourrait mettre l'oratoire, et Binyubi préfère le terme oralité expression. Donc l'art oratoire se trouverait plus dans l'oralité expression. Même si lorsqu'on fait une étude approfondie, les techniques de l'art oratoire pourraient bien évidemment se retrouver dans l'oralité
primaire. Et ça, c'est tout un autre débat. Mais voyez-vous, monsieur Jacques Moifo, lorsqu'on est dans nos royaumes, on a des personnes qui s'expriment, on a le Djeri par exemple, on a ces griots-là qui s'expriment, ils font de l'art oratoire d'une certaine façon. L'objectif est juste différent. Peut-être pas pour amuser la galerie, mais peut-être très souvent, ils sont porte-parole de la communauté, alors que l'art oratoire, lorsque nous comprenons plus, est plus une innovation, ou tout au moins un talent personnel des orateurs. Des orateurs, en effet. On peut dire qu'aujourd'hui, ceux qui font office de coach en développement personnel font de l'art oratoire. Coach en développement personnel, c'est un peu global, mais d'une certaine façon, si vous êtes coach en développement personnel, vous ne pouvez pas absoudre l'aspect de la prise de parole en public, parce que qu'on le veuille ou pas, l'art oratoire est d'abord, le premier impact de l'art oratoire sur l'orateur, c'est son développement personnel. Tout à fait. La confiance en soi, la capacité d'exprimer ce que l'on pense, la capacité de dire le mot qu'il faut à l'endroit qu'il faut, au moment où il faut, ou de garder le silence lorsqu'il le faut. Et donc, cela fait partie du développement personnel. Nous ne nous revendiquons pas coach en développement personnel, parce que ça rentre dans une autre dimension psychologique, et voilà. Il faut dire, on va en profiter pour saluer Pascaline Kamokwe qui a fait HEC, qui a fait ses gammes là-bas et qui aujourd'hui connaît une expansion sur le continent africain, salué par de très haute personnalité. Donc bonjour à toi Pascaline Kamokwe, continue le bon travail que tu fais pour tirer vers le haut la jeunesse africaine ainsi que les femmes. C'est du bon travail. Voilà, on peut en profiter, non? Bien évidemment, tout le travail doit être apprécié à sa juste valeur. Il a fallu attendre le 19e siècle pour voir émerger aux États-Unis d'autres mouvements illocutoires modernes. Des discours mémorables ont façonné des mouvements sociaux et politiques, notamment dans le contexte de l'émancipation des Noirs américains. Des orateurs tels que Frederick Douglass, Martin Luther King Jr. ont utilisé leur éloquence pour défendre la justice et l'égalité, démontrant ainsi le pouvoir transformateur de la parole. Peut-on, à partir de ce que vous m'avez proposé, là, dire que quelqu'un qui maîtrise l'art oratoire a un pouvoir sur ses semblables? A un pouvoir sur ses semblables. Pouvoir non avoué, bien sûr. Bien évidemment. La parole en elle-même est un pouvoir. Ah bon? En Afrique, on dit très souvent l'homme c'est sa parole. Oui. Ça ne voudrait pas dire que l'homme a le pouvoir, bien évidemment. Évitons les discours qui peuvent avoir des connotations politiques. Mais il faut peut-être, pour répondre à votre question, revenir sur les trois types d'art oratoire déblayés par Cicéron. Non, par Aristote d'abord, et ensuite par Cicéron. C'est-à-dire, on a le genre judicien, on a le genre épidictique, et on a le genre politique. Il y a un terme plus adéquat pour l'exprimer. Le genre judiciaire, bien évidemment, on est dans les cours. Le genre épidictique, il s'agit là, on est dans les mariages, il évolue, mais aujourd'hui même, comme on va voir peut-être avec Arthur Schopenhauer et bien des autres, que le genre épidictique est devenu toute autre chose. Et on a le genre qui a été le plus développé pendant que l'art oratoire était entre guillemets endormi, le genre politique. Donc, et voilà, c'est le plus qui a le plus évolué, et c'est peut-être celui-là aussi qui est dont les Martin Luther King en ont utilisé pour pouvoir mener des luttes que nous connaissons. Avoir un pouvoir, du moment où vous écoutez quelqu'un, du moment où vous écoutez une personne qui s'exprime, la personne est susceptible de vous influencer. Revenons un peu, vous connaissez les fables de La Fontaine, et le fameux tout menteur vit au départ de celui qui l'écoute. Bien évidemment, je crois que cela résume ce que l'on pourrait voir de l'impact que un orateur a sur son public. D'autant plus que si on revient toujours dans les travaux développés par Cicéron, par Quintinien et Socrate et bien d'autres, on revient sur trois éléments qui sont importants dans la prise de parole publique. On a l'éthos, le logos et le pathos. L'éthos, c'est l'image que l'orateur lui-même renvoie, le charisme qu'il renvoie, sa capacité à manipuler la parole. Et surtout, on a le pathos.
le sentiment qu'il suscite, sur l'impact qu'il a sur les autres. Et c'est ça tout l'objectif de la prise de parole en public. À quoi ça sert de prendre la parole en public si vous n'allez pas être écouté? Vous endormez, il faut regarder les plus grands orateurs, ils peuvent être écoutés pendant des heures et des heures. C'est parce qu'il y a une certaine influence, qu'on le veut ou pas. Le pouvoir, je préfère mettre entre guillemets parce que la personne qui a le recul pour écouter un certain nombre de personnes pourrait faire la différence entre le bon et le mauvais. Il est vrai, sauf si votre orateur qui est en face est un sophiste. Car on s'en rend souvent compte très tard qu'il est un sophiste, mais sur le coup, il peut bien évidemment vous avoir. Donc, voilà ce que l'on peut dire. Oui, un certain pouvoir, mais pas un pouvoir certain. Très bien. Qu'est-ce qui manie bien les mots? Vous voyez, vous avez un pouvoir sur moi là. Je vous écoute religieusement. Depuis lors, les concours d'éloquence dans le monde anglo-saxon ont émergé et l'un des plus anciens est le World School Debating Championship, WSDC, dont la première édition a eu lieu en Australie en 1988. Ça veut dire que ces anciens Européens qui ont émigré, comme on le sait, sur ces pays continents, aux États-Unis, en Australie, ont développé l'art oratoire pendant que ceux qui sont restés sur le continent européen l'ont un peu négligé. C'est ce qu'on comprend? Alors, il faut peut-être dire qu'il y a des mouvements qui naissent dans des contextes selon les réalités, qui peuvent être plus ou moins différentes. Nous parlons là de ce qu'on pourrait appeler l'oralité contemporaine. Comme nous l'avons dit tantôt, elle serait l'émanation du monde anglo-saxon, liée aux luttes que nous avons exprimées tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'aux États-Unis, parce qu'il faut remettre à César ce qui est à César, aux États-Unis, lors de ces luttes, la parole était l'une des choses, à défaut pour les Noirs de combattre aussi les Blancs avec la violence, la parole était la seule arme qu'il fallait utiliser. Les championnats de débat ont vu les jours et ont évolué. Et cette influence venait effectivement aussi d'une certaine façon de la Grande-Bretagne, parce que il est vrai, ils ont colonisé, mais c'est là-bas qu'ils ont peut-être pu développer parce que l'activité n'était plus en elle-même très développée où ils venaient. Parce qu'il faut le rappeler, le modèle qui est importé dans c'est suivant le British Parliamentary Debate qui vient de la Grande-Bretagne. Et donc, en Australie, ce championnat qui voit le jour en 1988 réunit dans un premier temps le monde anglo-saxon. Les Anglais y vont, les Américains y vont. Et la version universitaire même est de plus en plus dominée par les étudiants de l'université Harvard. Parce que c'est un concours qui est assez, comment dire, qui est élitiste d'une certaine façon. Oui. Et voilà, c'était l'un des anciens mouvements. Et il y a aussi le concours de procès simulé. Nelson Mandela qui est organisé en Afrique depuis la 33e édition ou la 34e, si je ne me trompe pas, aura lieu cette année ou a lieu l'année passée. Je n'ai pas la date exacte. Mais voilà, et c'est ces mouvements-là qui sont aussi arrivés en Afrique, toujours dans le monde anglo-saxon, on va le dire d'une certaine façon. Donc voilà, et c'est ce qu'on appellerait l'oralité moderne qui a du vent en poupe et voilà, des excroissances. Avant de poursuivre et terminer cette émission, je vais présenter votre manuel aux téléspectateurs. Voilà, culture et développement. Le MVET à l'épreuve des industries culturelles et créatives. Donc c'est Narcisse Fumokon qui en est l'auteur. Où est-ce qu'on peut le trouver, ces livres? Alors, paradoxalement, celui-ci, pour l'instant, peut le trouver aux éditions Ifriqiya. Ils ne sont pas encore distribués en Europe, malheureusement. Donc, les éditions Ifriqiya, vous pouvez l'avoir. À défaut, vous nous le dites. On verra comment on va faire la commande. Il y en a plusieurs qui l'ont déjà su Paris, bien évidemment. Bon. Et voilà, c'est souvent passant par moi ou par l'éditeur directement. Il n'y a pas que Paris, parce que j'ai un peu plus regardé au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en Côte d'Ivoire, au Gabon. Donc, est-ce qu'il y a des chances qu'on le retrouve car je suis sûr que mes amis gabonais vont vouloir comprendre ce qu'on dit sur le MVET, qui pour eux est un instrument pas que mythique, mais aussi mystique. Alors, où est-ce qu'il y a des chances qu'on le trouve sur Amazon bientôt? Oui, mais tout dépend vraiment de... Il est vrai, j'en discuterai avec l'éditeur, on verra comment faire, parce qu'il y a vraiment un problème de distribution. Et je pense qu'on trouvera un moyen de le faire. Et vous avez dit, peut-être ce n'est pas l'objet, mais vous avez dit l'instrument, c'est ce qu'on met en avant, mais bien évidemment, c'est l'art oratoire d'une certaine façon aussi. Tout à fait. Si on entre, on va pas peut-être un autre sujet, mais oui,
les Boum Boum Vet, les conteurs du Vet sont des orateurs et d'ailleurs ils ont des capacités mnémoniques développées, très développées même d'ailleurs comparativement à d'autres orateurs de l'Antiquité. Pour la petite histoire, le premier Vet qui a été enregistré, le conteur l'avait fait pendant plus de 10 heures sans jamais s'arrêter. Il faut arrêter en 1966, je crois pas le père Egbert, un européen d'ailleurs, et c'était au Gabon, vous avez cité le Gabon, bien évidemment. Et donc voilà, c'est une activité d'art oratoire par excellence, mais bon, si c'est un art complet pour reprendre les thèmes de la chercheuse gabonaise Angel Ondo, bien évidemment. Bon, je salue les amis de Port-Gentil avec qui j'ai fait le festival Fro il y a 10 ans à l'Institut français de Port-Gentil et qui pratiquait très bien l'Umvet et la chanson, c'était très beau à voir. Vous pouvez retrouver ça sur JMTV+, le festival Fro. Voilà, donc merci d'avoir écrit ceci. Vous naquîtes dans quel coin du Cameroun déjà? Je suis né à Batoufam. À Batoufam, à l'ouest du Cameroun. Dans le Conquis. Oui. Vous avez grandi où? J'ai grandi principalement à l'ouest du Cameroun. À l'ouest du Cameroun. Oui. Mais comment vous est-il venu l'idée d'écrire, de faire des recherches et d'écrire sur le Mvet, qui n'est pas un instrument de l'ouest du Cameroun, mais plutôt du sud du Cameroun? C'est une question qui revient de plus en plus et qui ferait débat dans certains groupes liés aux ressortissants de la culture Beti Bouloufan. Mais je suis un chercheur de base, M. Jackie Moafo, et je suis de base du monde des identités ouvertes. Des identités, je n'aime pas comment dire, je suis très mal à l'aise lorsque les groupes se recroquevillent sur eux-mêmes parce que j'estime que la diversité est une richesse. Voyez-vous, nous avons parlé peut-être de l'art oratoire tout à l'heure, mais on pourrait parler de littérature, vous verrez, je prends juste un exemple. Il y a un chef-d'œuvre de la littérature française, la chanson de Roland. Il y a un chef-d'œuvre de la littérature espagnole, la cantion de Miocide. Il y a un chef-d'œuvre de la littérature anglaise, Beowulf. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de chef-d'œuvre de la littérature africaine? Non. Est-ce que c'est parce que les Africains n'en produisent pas, ou au moins l'oraliture? Si on dit que ce n'est pas de la littérature, c'est de l'oraliture peut-être. Est-ce qu'il n'existe pas de chef-d'œuvre de la littérature africaine? Si, je crois que oui. Peut-être, mais ça n'existe pas en l'occurrence. Ça n'existe pas, mais ça existe. En fait, c'est ça tout le problème. En 2013 ou d'une part là, un de nos professeurs qui m'avait parlé du Mvet d'ailleurs, dans le cadre de mes études hispaniques, le docteur Kouamo pour ne pas le nommer, il disait il y a une expression culturelle en Afrique qui est très riche d'ailleurs, très riche que cette chanson de loin, tout ce qu'on explique, mais il y a des travaux dessus, mais on n'enseigne pas. Il avait prononcé juste le mot Mvet, il est professeur d'études hispaniques, donc il n'avait pas approfondi. Je suis allé sur internet, je me suis mis à chercher, à lire sur le Mvet et je me suis rendu compte, j'ai dit mais bon sang. Le Mvet, c'est une richesse énorme. Pourquoi on n'en fait pas un chef-d'œuvre de la littérature africaine, d'autant plus qu'il est pratiqué par au moins 4 pays de l'Afrique centrale. On va dire que c'est les mêmes communautés qui ont été divisées par la colonisation. Mais oui, ça m'a donné l'envie de creuser davantage. Et lorsque j'ai eu l'opportunité de présenter un projet de recherche pour la bourse de l'Université Senghor, je me suis dit c'est l'occasion de travailler sur l'oralité. Et c'était mon premier travail sur l'oralité parce qu'il y a eu d'autres productions, d'autres livres après. Et bien évidemment, j'ai été accompagné. J'avais 2 encadreurs, le professeur Francisco d'Almeida de l'Université Grenoble et M. Onat Sama, qui écrit aussi beaucoup sur le Mvet, qui m'ont accompagné. Et j'ai eu à raconter plusieurs conteurs, que ce soit le fils, le rappeur gabonais, Seokos, qui est le fils du grand maître Tiran Dondoutou, mais si je ne me trompe pas, avec qui on a discuté, que ce soit M. Pierre Mbala, qui fabrique des instruments, avec qui aussi un conteur, on en a discuté, et donc j'ai été immergé dans le contexte Beti Bouloufan. Il y a d'autres anecdotes qui peut-être pas, on va pas dire ici, et avec des barrières bien évidemment, et ça m'a permis de découvrir la profondeur de cela, et donc autant peut-être le lire et de voir. D'ailleurs, je suis pas de cette... Je suis peut-être pas entre guillemets originaire de là, mais je suis bantou. Il y a des Européens qui ont travaillé là-dessus, Isabelle Derazandi, si je ne me trompe pas, le Père Egbert et bien d'autres. Donc si un Africain comme moi travaille dessus, je pense que je ne suis pas si étranger que ça à cet objet culturel. Il y a quelqu'un qui avait chanté durant des heures avec le Mvet, c'était un occidental. Il était quel pays là? Au Gabon, c'était au Gabon. Vous l'avez prononcé son nom il y a peu de temps. Non, puis le premier Mvet qui a été enregistré. Et dont la transcription a fait des milliers de pages, avait été enregistré pendant plus de 10 heures. Plus de 10 heures. Et le conteur c'était un Gabonais et c'est le père, un prêtre. Hein, oui. Oui. Qui jouait.
Non, il ne jouait pas. Lui, il est venu filmer. Filmer, juste filmer. Filmer, enregistrer. D'accord. Non, il ne jouait pas. Alors, oui, c'est... Alors, peut-être c'est ça la nuance. Pour être conteur ou boum vet, il faut être initié. Il faut être initié, voilà pourquoi je voulais comprendre. Mais il y a beaucoup d'Occidentaux qui se font initier au Gabon, hein, il faut le savoir. Oui, il y a 3 types de vets. Il y a le vet Ekan, il y a le vet Ngoubi et le vet Bibone. Le vet Ekan, il n'est pas donné à tout le monde. Il est philosophique, il relève, de l'initiation. Il n'est pas transmis à tout le monde. D'ailleurs, il est il est la chasse gardée des conteurs. D'ailleurs, il n'y a que des conteurs pour mieux en parler. Tout chercheur serait toujours à la lisière entre le contenu. Nous analysons tout simplement les procédés. Et notre projet, c'est de pouvoir le vulgariser et l'industrialiser d'une certaine façon. Parfait. J'ai failli me faire initier au Gabon en 2000. Il y a de cela combien d'années? 25 ans maintenant. Mais l'Iboga m'a saoulé 5 jours, j'ai renoncé. J'ai fui. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans le bœuf littéraire. Notre invité du jour est Narcisse Fumukon-Diougou, voilà, qui est docteur en sciences de langage et qui fait tellement de choses que j'ai envie de lui demander qu'est-ce qu'il ne fait pas dans ce domaine. Nous allons poursuivre la dernière partie de cette émission. On se rend compte que l'art oratoire est arrivé avec beaucoup de retard dans les pays hispanophones, francophones et hispaniques. Comment peut-on expliquer cela? Alors qu'à la base, ils étaient à la base de cet art oratoire-là. Ils l'ont perdu, ils l'ont récupéré plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comme je l'ai dit tantôt, vous savez, c'est une histoire. En fait, il arrive en retard juste parce qu'on observe un certain... Déjà, il y a cet abandon, bien évidemment, mais on observe un regain d'intérêt. Lorsque les anglo-saxons le développent, avec tous ces championnats, lorsque le professeur Snyder, paix à son âme, arrive en Afrique pour lancer les mouvements illocutoires, lorsque le British Parliamentary est diffusé, et je dois peut-être vous surprendre, est-ce que vous savez même d'ailleurs que les premières sociétés d'art oratoire en Afrique francophone ont vu le jour, dans le monde francophone ont vu le jour en Afrique francophone. La Fédération francophone des débats, donc, qui m'invite d'ailleurs souvent pour juger les matchs de débat, a vu le jour en 2012. Alors que la Cameroun Debate Association a vu le jour en 2009, même si officiellement légalisé au Cameroun en 2011. Et le premier club qui était le club de débat leadership de l'université Tchang, fondé par Binyubi Marius Yani, et a vu le jour en 2008 à l'université du Tchang au Cameroun. Et après, le Rwandais et bien d'autres pays ont suivi. Mais en Afrique, ces sociétés arrivent au début des années 2000. Donc, c'est lié juste à la dynamique, à une certaine dynamique déjà de libéralisation de la parole. Voyez-vous, le monde anglo-saxon, si vous observez très bien, vous voyez que c'est le monde qui a le plus, bon, à notre ère bien évidemment, les luttes ont été, nous avons l'Afrique du Sud, nous avons parlé des États-Unis, où les luttes ont émergé et comment dire, et là, oratoire était un élément. Le monde francophone est resté longtemps encore, surtout le monde colonisé, encore enfermé dans sa bulle jusqu'à ce que ces championnats-là, aujourd'hui avec le développement des technologies, deviennent de plus en plus diffusés et attirent les attentions. Moi, j'arrive dans l'art oratoire de manière, on va dire, comment dire, très hasardeuse. Très hasardeuse. Vu votre cursus, tout vous conduisait à l'art oratoire, là. Peut-être jusqu'en 2011, je le savais. Vous êtes enseignant? Oui. Ce que vous dites, un enseignant, ce n'est pas nécessairement un orateur, bien évidemment. S'il est séduisant, il peut se faire comprendre et se faire aimer, et par là faire aimer la matière qu'il enseigne. Il faut toujours que nous fassions la différence entre l'art en lui-même et l'expression orale, qui tout le monde, il n'y a que des muets qui ne s'expriment pas d'une certaine façon. Mais à quel moment on fait de l'art oratoire? À quel moment l'art oratoire devient un outil pour nous? Un outil pédagogique. C'est aujourd'hui, c'est depuis 2019 par exemple qu'en France on a réintroduit le grand oral. C'est depuis au baccalauréat, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un gap avec par exemple les élèves américains qui très souvent dès l'école primaire apprennent l'art oratoire là de s'exprimer. On s'est rendu compte. Et voyez-vous, et ça a été pareil en Afrique où déjà vous savez que la parole elle était longtemps réservée aux adultes. Les enfants ne prenaient pas la parole. Ils doivent prendre entre eux, mais face à l'adulte, ils doivent se taire. Et la parole était vraiment réservée elle était très réservée, même si on... Même à des initiés parfois, parce que les plus jeunes ne prenaient pas la parole en association.
C'est toujours le cas, hein, bien évidemment, ça évolue. C'est les mouvements élocutoires et cette oralité moderne, ou la néo-oralité, qui apporte ces mouvements, et les technologies aussi apportent une sorte de démocratisation de la parole. Mais donc, l'arrivée tardive, elle est au contexte, bien évidemment, à tout ce que, à l'environnement. On est en quelque sorte le fruit de notre environnement. Les luttes ne sont pas les mêmes au même moment. L'Afrique du Sud est l'un des pays africains qui pratique le plus d'armes, mais c'est lié aussi à l'apartheid. Vous voyez qu'à chaque fois c'est lié aux luttes. Aux luttes. Là, la piste de ce n'est donc pas un hasard si le Cameroun, en Afrique francophone, le Cameroun, bien que bilingue, est à quand même 75% francophone, c'est pas un hasard si le Cameroun est le premier pays d'Afrique francophone à avoir lancé l'oratoire en université. Disons et surtout où? À l'ouest du Cameroun, zone très contestataire, zone qui a lutté contre la colonisation et qui a payé lourd tribut. Je vais vous surprendre. Ceux qui fondent, ils participent au championnat en anglais au Nigeria et au Rwanda, si je ne me trompe pas, avant de rentrer au Cameroun. Ah, d'accord. Binyu, dont j'ai cité, a été félicité par le président Obasanjo au Nigeria. C'est de leur retour qu'ils se mettent à mettre sur pied ces structures. Donc il y a toujours cette influence. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le premier format de débat où moi j'ai appris à débattre, c'était le British Parliamentary Style. Et donc parce que c'est anglo-saxon, c'est le format qui a été le plus répandu. Voilà. Et donc. Vous avez évoqué la technologie, ça reste dans ma tête là. Quelle influence le numérique aujourd'hui a sur l'art oratoire? Alors, l'influence du numérique sur l'art oratoire est à plusieurs niveaux. Déjà, le numérique apporte, on a déjà parlé, la diffusion. Il est plus facile de produire. Vous voyez, l'émergence des influenceurs, peut-être on ne s'en rend pas très souvent compte, beaucoup d'influenceurs sont aussi écoutés par leur capacité à s'exprimer. Il y en a qui sont passés par des formations d'oratoire, il y en a qui ne sont pas passés par là. Mais toujours est-il que beaucoup s'expriment sur des sujets. Il y en a qui sont des sophistes, bien évidemment. Mais bon, ce n'est pas ça le débat. Qui en profitent pour vendre des formations. Donc, oui. Donc, attention. Donc, bien évidemment, c'est déjà un moyen de diffusion. Un moyen aussi d'apprentissage. Il y a des logiciels qui ont été développés qui vous permettent, par exemple, d'écouter votre voix. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle de plus en plus, vous pouvez vous faire écouter par un robot qui fait un retour sur ce que vous dites, bien évidemment. Ça peut vous aider à améliorer votre expression en plus de parents publics. Et pour parler de la maison de l'orateur dont j'ai cité tout à l'heure est en train de travailler sur un projet de mise sur pied d'une intelligence artificielle appelée MLOIA. MLOIA a deux composantes. Vous pouvez me déjà voir, même si c'est encore la version bêta n'est pas améliorée. La composante Oratoria, qui vous permet de produire votre discours, de rédiger un discours avec un chatbot spécifique qui vous permet d'élaborer votre discours, qui vous permet, avec Interprétaria, quant à lui, permet d'interpréter d'une langue à une autre. Donc là, oratoire de plus en plus aussi va passer par là parce qu'il y aura des robots qui vont de plus en plus s'exprimer et produire des discours. Il faudra que, peut-être des concours entre robots vont voir le jour, mais ce qui y a une certitude, c'est que l'humain, celui qui est fasciné par l'expression orale voudra toujours écouter l'orateur en lui-même parce que l'orateur c'est naturel, l'orateur c'est vivant, l'orateur c'est humain. Donc il y a aussi une autre dimension. On est là dans ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives. On n'aura pas le temps de revenir là-dessus, mais de plus en plus les spectacles, les concours d'éloquence ou tout au moins les concours de débat éloquence sont organisés sous forme de spectacles. Je ne sais pas s'il faut citer, mais bon, on peut en citer plusieurs exemples pour ne pas faire la publicité sur une organisation. Nous avons cité le Réseau international pour la promotion des arts et de l'humanité qui a vu le jour en Égypte en 2013, en Égypte, dont je suis l'actuel responsable, qui organise des concours d'éloquence en ligne. En 2000, il y a eu le concours de débat éloquence pour célébrer le 10e anniversaire du RIPAO qui a eu en ligne et dont le premier prix c'était 1500 €, remporté d'ailleurs par un binôme de l'équipe française. Tom était l'un des amis à moi, d'ailleurs, qui a remporté ce premier prix. Vous voyez un concours de débat qui se fait en ligne et qui a réuni plus de 140 orateurs dans le monde, de 12 pays du monde. Et donc, c'est aussi c'est les technologies qui apportent cette dimension-là, notamment avec les plateformes qui permettent d'organiser les débats et tout ce qui va avec. Et je prendrai aussi le cas, par exemple, récemment, nous avons assisté au concours, le CANCIA, vous savez, le CANCIA qui est... Le CANCIA, c'est... Et le CANCIA, c'est une organisation également. C'est une organisation de promotion de l'oratoire portée par M. Freitas, si je ne me trompe pas, qui nous a invités récemment
pour assister à une finale de concours qu'ils ont organisée à la salle musique, comment ça s'appelle, la salle de spectacle art musical, je crois. Et vous avez plus de 3000 personnes dans la salle qui sont venues regarder. Il y en a qui ont acheté leur ticket pour venir. Ça, c'est ce qu'on appelle le débat. L'éloquence devient un spectacle et ça entre dans ce qu'on appelle les industries créatives. Au Togo, il y a ce qu'on appelle les jeux verbales francophones qui sont organisés où, lors de la finale, les gens paient leur ticket pour venir assister à cette compétition. Là, avec notre camarade Frédéric Maopentu, au Burkina Faso, les débats oratoires de donc l'un des fondateurs, c'est Williams Ouedraogo, et qui existait depuis 2012, qui organise des championnats chaque année, et bien évidemment, et qui de plus en plus, on essaie de trouver, j'ai eu à juger ces débats en étant à distance. Ça, c'est aussi l'impact des technologies. Au Cameroun, n'en parlons plus. La Coupe d'art oratoire du Cameroun, le COCAM, dont la deuxième édition va être organisée, qui est en train d'être organisée, aussi utilise ces outils-là pour faire des ateliers en ligne, pour initier les orateurs à la prise de parole en public, pour les entretenir sur les différents jeux oratoires, la plaidoirie, le slam, le débat, éloquence, etc. Donc, voyez-vous, l'avenir est peut-être dans le numérique, mais l'oralité aussi a sa place. La parole marchande, pour reprendre les termes d'Antonio Vicente, a de plus en plus le vent en poupe. Et le boulevard, il est large. Le domaine, il est structuré, mais il reste un domaine très porteur. Vous avez conclu sans attendre que je vous le demande. Hein? Bah oui, vous avez l'avenir. Oui, l'avenir de l'art oratoire, venez de nous la donner. Peut-être parce que je n'avais pas su que vous aviez plus. Non, vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça montre combien vous êtes brillantissime. Voilà, je l'ai dit d'entrée. Et ça fait plaisir de recevoir des gens comme vous, car moi, j'apprends de vous. Et je suis sûr que les téléspectateurs de JMTV+, vont apprendre de cette émission. Ne soyez pas surpris quand on vous demande quelque part. Hein. Donc, vous n'aurez pas dû venir par ici. Hein, si vous avez beaucoup travaillé maintenant. Qu'est-ce que je dois vous souhaiter à moyen terme? Alors, à moyen terme, bien évidemment, c'est déjà que nous puissions davantage, que nos structures puissent avoir de plus en plus d'adhérents, que ce soit la maison de l'orateur ou l'Oripao, parce que je pense très collectivement et qu'à moyen terme, que l'institution art oratoire soit vraiment reconnue par nos États. Il est vrai, ils craignent un peu très souvent parce qu'on estime que des orateurs, c'est des politiciens. Il est vrai. Ils ont peur de tout là-bas. Hein. Oui, mais peut-être parce que... J'ai vu un fou qui a été interpellé à Baganté, on est allé le malmener alors qu'il était fou. Donc on craint tout là-bas. En tout cas, c'est que l'art oratoire soit de plus en plus enseigné. Peut-être que nous soyons de plus en plus invités dans les universités, comme c'est déjà le cas pour enseigner l'art oratoire, la prise de parole en public. Parce qu'à défaut d'enseigner l'art oratoire, on peut enseigner juste la prise de parole en public. Et on en a besoin dans nos sociétés, lors de nos entretiens, lors des échanges avec les uns. Vous regardez, je regarde souvent les débats télévisés, très souvent qui finissent, comme on dirait, sur du ring. Même si la parole est un sport de combat, pour reprendre le titre du livre de Bertrand, pour reprendre le titre d'un livre, il faut tout de même dire que lorsqu'on a appris à s'exprimer, on ne saurait arriver au bras. On comprend que la contradiction fait partie du discours. On est là dans la dialectique épidictique, pour reprendre les termes de Schopenhauer, mais on arrivera difficilement aux mains. Et donc, que l'oratoire prenne le dessus, non pas prendre le dessus, mais que l'industrie oratoire se structure davantage, que nous soyons de plus en plus amenés à diffuser cet art et qui sauve des vies, à défaut que les gens utilisent la parole pour réclamer et non la violence. Voilà. Merci beaucoup Narcisse Fumokondjogou d'avoir accepté cette invitation, d'être venu là. Je suis sûr que vous avez enseigné à beaucoup de personnes. Et sachez que vous êtes désormais l'éternel invité de JMTV+. Vous venez quand vous voulez, surtout on peut le dire au public. Vous suivez JMTV+ depuis combien d'années? Ça date, mais je crois que c'est au moins depuis 2018. Au moins, j'ai dit, parce que je me souviens, au moins, parce que c'est là où j'avais plus de connexion Internet, parce que votre média est un média en ligne. 2017-2018 par là. Et je suis JMTV+, bien évidemment. C'est quoi votre première mission sur JMTV+, suivi sur JMTV+? La première, au pif, je ne le dirai pas, mais il y a des missions qui m'ont marqué. Lesquelles? Les émissions, pardon, qui m'ont marqué. Lesquelles? L'émission durant laquelle
elle est récente, l'une des plus récentes, où vous faites au Canada sur la tontine immobilière. Et dans ce sens, parce que j'écris souvent des articles pour un site canadien en orato et tout, et j'avais d'ailleurs rédigé un article là-dessus, et qui avait beaucoup plu au rédacteur en chef sur Dr. Kissus, qui a dit, mais c'est quoi l'histoire de cette tontine immobilière? Et du coup, c'est grâce à votre émission. J'avais aussi suivi, vous savez, en 2018, avec la politique, quand vous receviez sur votre plateau des responsables politiques. D'accord, les candidats à l'élection présidentielle au Cameroun. Et je les écoute, puisque comme je suis particulièrement passionné par la prise de parole en public, et les hommes politiques sont ceux qui en font usage, je observais les candidats qui passaient sur votre émission, je les regardais régulièrement, écouter tout ce qu'ils vont dire sur le programme, et bien évidemment. Et aussi, la dernière émission, c'est bien évidemment celle sur vous-même, monsieur Jacques. Sur moi? Une émission sur moi? Oui, bien évidemment. Où vous avez failli être assassiné. C'est dans d'accord, à Amsterdam. Voilà. Je l'ai faite. Nous sommes quand? Nous sommes le 12. J'ai fait ce speech-là le 6, je crois. Le 6 avril, un jeune homme est venu me faire parler de mes expériences professionnelles. Il souhaite me faire parler tout le temps. Bon, je lui disais que ça n'intéresserait personne, mais visiblement ça plaît, car j'ai reçu des coups de fil du Canada, de Belgique, d'Hollande, d'Allemagne, du Gabon, du Cameroun. Je dis, bon, mes expériences plaisent aux gens. Bon, ok. Voilà. On en fera. Je suis un téléspectateur. Je suis, comment dire, un téléspectateur fidèle, oui. Bien évidemment. Plus que fidèle. Merci encore, Narcisse, et sachez que vous êtes l'éternel invité sur GMT+. Chaque fois que vous aurez quelque chose à dire, sonnez-moi et je vous recevrai. Chers téléspectateurs du Bœuf littéraire, j'espère que cette émission sur l'art oratoire et son avenir vous a plu. Si vous en redemandez, il suffirait de nous laisser un petit commentaire en dessous, de partager, et nous ferons revenir Narcisse Fomokan sur ce plateau. On se retrouve donc dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, malgré la situation extrêmement compliquée, ça et là, et les droits des douanes qui vont bientôt asphyxier certains, gardons quand même la banane. À très bientôt. Au revoir.